le Mexique en flammes. Des manifestations massives ont éclaté ce week-end dans tout le pays, atteignant même le palais présidentiel lui-même. Les manifestants réclament justice pour un maire assassiné brutalement, apparemment par les narcocartels du pays. D'autre part, certains demandent même la démission de la présidente elle-même. Ils la qualifient de narco-présidente et l'accusent même d'être liée à l'affaire de Carlos Menzo. Que se passe-t-il actuellement au Mexique? Vraiment? Qui essaie d'incendier tout le pays et pourrait même renverser le gouvernement lui-même? S'agit-il d'un intérêt véritable pour les intérêts de la propre population ou d'une possible intervention étrangère et donc d'intérêts extérieurs? Nous allons l'analyser en détail, alors restez jusqu'à la fin. Parce que la comparaison du Mexique avec d'autres pays de la région va vraiment te surprendre et en plus, elle va t'éclairer sur beaucoup de choses concernant ce sujet. Je suis Liu Sivaya, analyste géopolitique et correspondante de Red Random Buzz. Abonne-toi à cette chaîne pour rester au courant de l'actualité internationale la plus récente et bien sûr pour l'analyser en profondeur. Nous débutons comme d'habitude depuis le début. Le contexte au Mexique est absolument explosif. Ce samedi, de violentes manifestations ont éclaté dans le pays. Les images parlent d'elles-mêmes. Un fait à souligner était que les manifestations sont menées en particulier par la soi-disant génération Z, c'est-à-dire des jeunes de moins de 28 ans. Ils réclament justice et dénoncent castata l'inaction du gouvernement de Claudia Sheinbaum, que certains d'entre eux accusent même d'être liés à l'assassinat de Carlos Menzo. Ce dernier, un maire très apprécié par la population, un maire indépendant, le premier maire indépendant d'Uruapan, pour être exact, qui s'est particulièrement distingué par sa lutte contre la délinquance et le crime organisé. Et oui, bien sûr, donc aussi contre le trafic de drogue, auquel justement on l'accuse d'être derrière son assassinat. Cela s'est produit en plus dans des conditions très symboliques lors du Festival des Bougies, l'une des fêtes les plus importantes de tout le Mexique. Le 1er novembre, assassiné par des inconnus qui lui ont tiré dessus à plusieurs reprises. Le crime lui-même fait toujours l'objet d'une enquête, mais il a provoqué de vives réactions, et beaucoup à l'intérieur du Mexique. Puisque le problème du trafic de drogue et du crime organisé est effectivement très présent au quotidien. Les participants aux marches massives d'Oma de ce week-end, je vous rappelle, sont allés jusqu'au palais présidentiel lui-même. Ils ont dénoncé la complicité de Claudia Sheinbaum avec ces faits et ont également demandé sa démission. La présidence mexicaine elle-même a parlé en termes d'intervention étrangère. Ainsi, pour être plus précise, la présidente du Mexique elle-même, Claudia Sheinbaum, a qualifié ces faits d'élan promu, même depuis l'étranger, contre le gouvernement. Est-ce vraiment possible et qui aurait intérêt à déstabiliser le Mexique? Même de l'intérieur, nous allons le voir à partir de maintenant. Le gouvernement de Sheinbaum a été très critique envers plusieurs causes qui caractérisent le monde occidental. Ainsi, par exemple, à un moment donné, la présidente du Mexique a refusé de rendre visite à Vladimir Zelensky et donc de soutenir directement la cause ukrainienne à Kiev. Elle a expliqué cela en disant qu'elle était là principalement pour se consacrer aux affaires intérieures du Mexique. Ce qui, au début, a également été promis par un autre des membres assez probables de ce cas. Mais, tout d'abord, écoutons la présidente elle-même. Mais dans tous les cas, nous avons des relations avec tous les pays, avec une position qui repose sur notre politique étrangère définie dans la Constitution. Dans mon cas, la tâche principale est de gouverner le Mexique. Nous participerons à certains événements internationaux que nous considérons importants. Par exemple, le président de l'Allemagne nous a appelés parce qu'il veut venir au Mexique, il veut faire une visite, et bien sûr, nous lui avons dit oui. Nous évaluons par exemple le G20, première activité internationale qui se tient au Brésil. En plus, avec un gouvernement ami avec Lula qui va venir à la cérémonie d'investiture. Mais nous n'allons pas voyager ni non plus faire de ce sujet un thème central. Envie de défendre l'indépendance du Mexique, de bonnes relations avec le Brésil et par conséquent, tout particulièrement avec Lula da Silva. De plus, cela ajoute de ma part de très bonnes relations avec Gustavo Petro, un autre membre important du cas de l'Amérique latine et par conséquent à qui la position du Mexique pourrait déplaire. À ce jour,
Il n'est peut-être pas nécessaire d'être trop intelligent pour que les indices non résolus nous mènent directement aux États-Unis. Oui, effectivement. Ici, nous parlons tout particulièrement de la figure de Donald Trump, qui a été au centre de plusieurs affrontements avec le Mexique à la suite de toutes sortes d'événements, de toute taille. Tout d'abord, il y avait la question des droits de douane, avançant, reculant, sans cesse. Il s'est alors retrouvé à essayer de rapatrier une série d'immigrants mexicains qu'il affirmait être des criminels extrêmement dangereux, directement au Mexique, mais sans le consentement de la présidente, Claudia Sheinbaum. Elle a été très claire à l'époque, Donald Trump a même dû faire marche arrière. Et j'imagine que ces paroles d'elle résonnent encore quelque part en lui. La Maison-Blanche a publié un communiqué offensant, diffamatoire et sans fondement sur le gouvernement du Mexique, que nous rejetons fermement et condamnons catégoriquement. C'est pourquoi nous sommes catégoriques. Il n'y a aucun motif, aucune raison ni justification qui soutienne cette décision qui affectera nos peuples et nos nations. Nous l'avons dit de différentes manières. Coopération et coordination, oui. Subordination, interventionnisme, non. On doit respecter le Mexique, ah. On doit respecter le Mexique et obéir aux États-Unis. Ou du moins, c'est ce dont l'administration Trump est absolument convaincue. D'une part, donc, parmi les raisons possibles de déstabiliser la situation au Mexique, il y aurait le fait que le gouvernement actuel du pays est très gênant pour l'administration américaine actuelle. Et très personnellement, Claudia Sheinbaum, qui a déjà démontré à plusieurs reprises sa fermeté absolue face à toutes sortes de menaces et de pressions exercées personnellement par Trump et, en général, par les États-Unis. Et c'est ici que nous devons également mentionner au moins deux autres raisons en particulier. Tout d'abord, s'occuper des choses intéressantes implique nécessairement d'établir des alliances dont l'une est assez forte et positive pour ce pays. Eh bien, il s'avère que c'est avec la Chine, un pays qui est actuellement l'un des premiers et principaux ennemis des États-Unis. À cela, il faut ajouter la bonne relation de Claudia Sheinbaum avec d'autres gouvernements de la région, ce qui dérange Donald Trump comme un coup de pied dans le foie. Je cite à nouveau ici Lula, Gustavo Petro, très important, particulier, peut-être aussi. Deuxième raison, tout aussi importante que la première. Nous devons reparler du Venezuela, où les États-Unis préparent déjà ce qu'ils ont appelé l'opération Lance. Les préparatifs définitifs, pour lesquels le nouveau secrétaire à la guerre des États-Unis, Pete Gersen, a fait une annonce il y a seulement quelques jours. Oui, il semble qu'aux États-Unis, ils soient très déterminés à finir par attaquer le Venezuela, tout l'indique. Nous consacrerons probablement encore un rapport séparé au fait qu'il s'agira d'attaques massives contre des cibles stratégiques. Et ici, selon la façon dont le régime vénézuélien agit, soit ils vont diminuer et commencer à être beaucoup plus ciblés, soit les États-Unis pourraient l'être. Ils pourraient même finir par augmenter encore un peu plus la tension de l'affaire en essayant de renverser complètement le régime de Maduro. Et à tout cela, ces derniers jours, en ce moment, il ne parle que de paix, de la... Agression possible? Monsieur le Président, cela vous inquiète-t-il? Nous nous occupons du peuple, nous gouvernons, nous œuvrons pour la paix avec ces jeunes qui construisent. Quel était votre message au peuple des États-Unis? Monsieur le Président, unissons-nous pour la paix du continent. Non à d'autres guerres éternelles, non à d'autres guerres injustes, non à une autre Libye, non à plus de... Afghanistan. C'est-à-dire qu'il semble que l'agression de la part des États-Unis n'a pas vraiment de raison d'être, du moins pas sous la forme d'une agression préalable de la part du Venezuela. Vous voyez, dans ce pays, ce qu'ils veulent, c'est la paix. Mais aux États-Unis, ils sont obsédés par l'idée de continuer à lutter contre le trafic de drogue à tout prix. C'est un point particulièrement important qui relie plusieurs pays de la région, à la fois le Venezuela, la Colombie et, bien sûr, le Mexique. Qu'est-ce qui se passe, Unis? Les États-Unis ont déjà agi dans la région. Ils ont attaqué plus de 20 embarcations venant précisément de ces pays d'Amérique latine, principalement, bien sûr, du Venezuela. Ils ont assassiné des personnes soi-disant impliquées dans le trafic de drogue, mais qui pouvaient en réalité être aussi bien des trafiquants que des pêcheurs, et en ignorant donc complètement les règles. Toute présomption d'innocence, sans procès préalable, ni rien qui y ressemble. À cela, il faudra encore ajouter d'autres attaques que les États-Unis préparent contre le Venezuela, en ce moment même.
parce que 8 navires de guerre, y compris le porte-avions Gerald Ford, l'un des plus importants et des plus grands au niveau international, ne se rassemblent pas sur les côtes d'un pays comme ça, sans raison. Ainsi, attaquer le Mexique est tenter de déstabiliser le pays par tous les moyens. Cela peut répondre non seulement à l'envie, effectivement, de s'emparer du Mexique en tant que tel, mais aussi d'influencer la question vénézuélienne. Parce que moins le Venezuela aura d'amis dans la région, mieux ce sera pour une opération plus rapide et plus simple de la part des États-Unis. Mais bien sûr, je le répète, ici le principal slogan est la lutte contre le narcotrafic, qui, aux yeux du commun des mortels, semble être l'une des causes les plus justes au monde. Cependant, cela pourrait être le contexte pour déclencher à nouveau quelque chose comme le colonialisme. Vous vous souvenez du 11 septembre et comment après? Les États-Unis ont utilisé cet événement comme excuse qui s'est produit de toute évidence dans des circonstances extrêmement étranges, pour justifier de futures attaques sur le territoire d'autres pays et même des interventions militaires complètes comme en Afghanistan avec des conséquences absolument dévastatrices pour tout le monde. Et oui, là aussi, les États-Unis se présentaient comme le sauveur du monde, protégeant les intérêts, certes de leur propre pays, mais aussi des libertés et des démocraties du monde entier. Maintenant, nous revenons à un point assez similaire, celui de trouver des armes de destruction massive et d'agiter des petits flacons avec on ne sait trop quelle substance. On sait déjà que cela ne sert à rien devant l'Organisation des Nations Unies ni aux États-Unis, donc il faut enquêter. Faire face à une autre excuse, la sécurité propre aux yeux du monde entier. Nous luttons contre le trafic de drogue parce qu'en ce moment, il frappe les États-Unis comme jamais auparavant. C'est ça, nous luttons contre le trafic de drogue, parce que nous avons besoin d'une excuse pour continuer à essayer de maintenir notre hégémonie au niveau international et nous assurer l'accès à des ressources vraiment très lucratives. En soulignant tout particulièrement le fait que le Venezuela possède la plus grande réserve de pétrole au monde. Et bien sûr, pour défendre une cause noble, tous les moyens sont bons et les États-Unis le savent parfaitement. Cependant, il y a quelques mois, en particulier en février 2025, ils ont commencé de loin en déclarant comme organisation terroriste les principaux narcocartels de plusieurs pays à la fois. Ici, nous devons citer le Mexique et les principaux cartels de ce pays, ainsi que le Venezuela et les organisations désormais considérées comme terroristes par les États-Unis, comme Tren de Aragua et le cartel de Los Soles. Ce dernier, selon le gouvernement vénézuélien, serait carrément fantôme. Le cartel de Los Soles affirme-t-il depuis le Venezuela? C'est une invention. Je ne sais pas depuis combien d'années ils ont inventé ça et pendant tout ce temps, il y a eu environ 300 chefs. Chaque fois que quelqu'un les dérange, ils le désignent comme chef du cartel de Los Soles. C'est ainsi que s'est exprimé en août le ministre de l'Intérieur et de la Justice du Venezuela, Diosdado Cabello. Tant lui que Nicolás Maduro d'ailleurs sont accusés par les États-Unis d'être précisément les chefs de ce dangereux cartel de Los Soles. Eux, de leur côté, répondent que cela se fait avec l'intention très claire de les éliminer et, par conséquent, dans le but ultime de s'emparer des ressources vénézuéliennes. Quoi qu'il en soit, cela signifie que déclarer quelque chose comme une organisation terroriste permettrait ensuite de l'attaquer au nom de la défense des intérêts américains. Je le répète, nous avons déjà vécu cela avec le 11 septembre. Cela pourrait aussi se reproduire en Amérique latine dans la situation actuelle. Et donc, qualifier ces cartels d'organisations terroristes aurait effectivement tout son sens. Et bien sûr, dans ces circonstances, la mort de l'un des maires les plus aimés du peuple mexicain qui luttait précisément contre le narcotrafic, comme symbole de la lutte contre ce que pourrait représenter le gouvernement du Mexique, selon l'opposition et aussi les manifestants de ce week-end, c'est pratiquement la relation directe avec ceux qui ont assassiné de sang-froid Carlos Manzo. Eh bien, il est certain que cela constitue une excuse idéale pour les États-Unis lorsqu'il s'agit d'affaiblir la situation interne du pays. Et il se pourrait même qu'à l'avenir, ils prennent le contrôle de celle-ci. Contrôler le Mexique tout en défendant la noble cause de la lutte contre le trafic de drogue évidente pour tous. Et comme la cerise sur le gâteau,
prendre le contrôle des ressources vénézuéliennes qui pourraient sortir de l'impasse, celle qui est déjà absolument en ruine. À ce stade du film de l'économie américaine, le plan ressemble à une sacrée bonne affaire. Qu'il soit en train d'être mis en œuvre ou non, c'est déjà une autre question. Ici, je laisse chacun y répondre par lui-même. Cela dit, vu l'analyse approfondie de la situation dans toute la région, et surtout, la position désormais très affaiblie des États-Unis comme hégémon international, et bien sûr leur désir de retrouver le contrôle qu'ils exerçaient auparavant sur pratiquement l'ensemble du globe terrestre. Elles nous serviront de soutien au moment d'analyser les prochaines tensions qui surgiront en Amérique latine. Parce que, je le répète, quelque chose me dit que ce que nous vivons en ce moment n'est que le début.